Merci et bienvenue à Genocost Talk. Je m'appelle Yakil et je suis membre du CAYP. Et aujourd'hui, nous allons parler du M23 avec Boniface Moussavouli. Boniface Moussavouli est juriste. Il est aussi analyste politique spécialisé dans les questions sécuritaires et des droits de l'homme. Il est l'auteur de plusieurs articles et des ouvrages consacrés à la problématique sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Il a écrit des livres, notamment Les génocides des Congolais, de Léopold II à Paul Kagame, paru en 2017, Les massacres de Beni, Kabila, le Rwanda et les faux islamistes, aussi paru en 2017. Il est membre du think tank Desk Wondo, spécialisé dans l'analyse des questions géopolitiques et sécuritaires. Il est aussi membre du comité de rédaction des éditions du CERDA. Merci, Monsieur Boniface Moussavouli. Qui sont les M23? Bonjour Yakir, bonjour à Janokos. Bon, le M23, à première vue, c'est un mouvement armé Tutsi lié au Rwanda et dont l'acronyme remonte à un accord qui avait été signé par un autre mouvement armé Tutsi, qui s'appelait le CNDP, de Bosco Ntaganda. C'est un général Tutsi qui a été condamné à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, et de Laurent Kunda, un autre général Tutsi qui se trouve actuellement au Rwanda. Alors pourquoi M23? M23, ça veut dire le mouvement du 23 mars, parce que l'accord qui avait été signé par le gouvernement congolais et ce mouvement armé Tutsi avait été signé le 23 mars 2009. Alors ces militaires Tutsi qui tenaient à l'exécution de cet accord ont déclenché la guerre en avril 2012 en exigeant que le gouvernement congolais puisse respecter ses engagements contenus dans cet accord. Mais lorsqu'on va plus loin, on constate que le M23 n'est en réalité qu'un avatar de l'armée rwandaise qui est un conglomérat de combattants sans frontières, qui à chaque fois qu'ils ont un agenda pour attaquer le Congo, se dote d'un acronyme. En 1996, l'acronyme c'était l'AFDEL. En 1998, l'acronyme c'était le RCD. En 2006, l'acronyme c'était le CNDP. Et en 2012-2013, l'acronyme c'est le M23. Mais lorsque vous regardez de près la composition sociologique de ce mouvement armé, vous tombez sur les mêmes militaires rwandais qui ont même combattu au Rwanda pour renverser le président Habyarimana pendant la guerre de 1994 au Rwanda. Vous retrouvez les mêmes, ou en tout cas leurs proches et des ministres que eux-mêmes ont recrutés. C'est cela qu'il faut comprendre au sujet du M23. Merci. Quelles sont leurs revendications, les revendications du M23? Je comprends que c'est un groupe armé qui se métamorphose. Quelles sont leurs revendications? Les revendications du M23, il faut les lire dans le contenu de cet accord du 23 mars. Il y a des revendications qui sont tout à fait générales, mais les trois principales revendications sont d'abord l'amnistie. Ça, ils l'ont toujours répété. Ils veulent avoir l'amnistie. Ensuite, ils veulent avoir la reconnaissance de leur grade lorsqu'ils sont intégrés dans les FARDC ou dans les forces, les autres forces de défense et de sécurité au Congo. La reconnaissance de leur grade qui s'était attribuée de façon parfois fantaisiste dans les maquis. Et puis, ils revendiquent le retour au Congo des réfugiés congolais qui vivent dans les pays voisins, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi. Mais lorsqu'on va plus loin, on regarde au-delà de ces revendications affichées, on constate par exemple que sur la question de l'intégration de leurs combattants dans l'armée avec leur grade, il s'agit du phénomène de brassage et de mixage qui a fini par paralyser l'armée congolaise. Aujourd'hui, l'armée congolaise, c'est une armée totalement infiltrée, paralysée. Donc, si le Congo accepte à nouveau de les intégrer dans son armée, c'est pratiquement un suicide.
Ensuite, le retour des réfugiés congolais qui vivent dans les pays voisins. Lorsqu'on pose la question de savoir combien ils sont, ce mouvement, en tout cas le CNDP, à l'époque de la signature de cet accord, parlait de 300 000. 300 000 réfugiés congolais qui vivraient au Rwanda, en Ouganda et dans les autres pays de l'Est. Mais ces chiffres sont exagérés. Il ne peut pas y avoir 300 000 réfugiés congolais qui vivent dans des pays comme le Rwanda et l'Ouganda. Il s'agit en réalité des populations rwandaises que le Rwanda a l'agenda de déverser dans l'Est du Congo, qu'il utilise comme un exutoire démographique. Et donc, si le Congo accepte cette revendication-là, le Congo, l'Est du Congo sera dans la difficulté, dans l'incapacité d'absorber ces masses de population, étant donné que rien que dans une province comme le Nord Kivu, qui a 6 millions d'habitants, 10% de la population vit en situation de déplacés de guerre, c'est-à-dire à peu près 600 000 habitants. Si on amène 300 000 autres personnes qui arriveraient, par exemple, du Rwanda, on se retrouverait avec une masse de population d'à peu près 900 000 personnes qu'il faudrait loger. Bon, dans une province qui est remplie de groupes armés, vous imaginez qu'une arrivée massive de population comme ça, ça va tout simplement détruire le peu de stabilité sécuritaire qui reste encore. Voilà à peu près les revendications. Ce sont des revendications qui sont pratiquement impossibles à satisfaire et que chaque fois que le Congo arrive à satisfaire leurs revendications, eh bien, dans 2 ou 3 ans, le Rwanda déclenche à nouveau une autre agression militaire avec des nouvelles revendications. Et donc, le Congo se retrouve toujours avec des sortes de guerres sans fin, avec ce conglomérat militaire rwandais qui prend des appellations, des acronymes, chaque fois qu'il est en situation d'agenda à exécuter sur le territoire congolais. Merci pour votre réponse, Monsieur Boniface Moussambuli. Vous avez parlé du Rwanda et à maintes reprises, le Rwanda nie cette relation avec le M23. Y a-t-il au fait une relation avec le Rwanda? Sur le plan historique, tout d'abord, il y a des faits qui sont incontestables. D'abord, le général qui dirigeait le CNDP, devenu le M23, Bosco Ntaganda, c'était le chef militaire. Quand il a été arrêté et qu'il a été amené à la prison de la CPI, il s'est présenté comme étant un soldat de l'APR, de l'armée rwandaise, étant un citoyen rwandais. Et il est arrivé au Congo à l'époque de l'AFDEL et il n'a jamais, à notre connaissance, il n'a jamais demandé la nationalité congolaise. Et il a toujours parcouru l'Est du Congo, mené des épopées militaires dans l'Est du Congo, dans l'intérêt du Rwanda. Ça, c'est un. L'autre élément, au sujet des liens entre le M23 et le Rwanda, il y a le rapport du groupe d'experts de l'ONU de 2012 qui a clairement expliqué la chaîne de commandement du M23. Et quand vous lisez ce rapport, vous constatez que à la tête de la chaîne de commandement du M23 se trouve le général James Kabarebe. Son nom est mentionné noir sur blanc dans ce rapport. James Kabarebe, c'est le même chef militaire qui avait amené l'armée rwandaise au Congo en 1996, qui est revenu encore au Congo en 1998 et qui patronnait aussi le CNDP et dont le nom a été mentionné dans le rapport du texte de l'ONU de 2012 comme étant le commandant, le chef militaire du M23. Bon, ce rapport existe et il suffit de le lire et vous constatez clairement le lien entre le M23 et le Rwanda et l'état-major militaire du Rwanda. Ma prochaine question
serait sur le fait pourquoi sont-ils toujours une menace, le M23, malgré leurs multiples défaites. Je comprends qu'il y a eu une métamorphose d'abord avec l'entrée de l'AFDL en 96 et ensuite vers août 1998. Et ensuite, il y a eu le CNDP et maintenant, vers le 23 mars, qui a créé le M23. Est-ce l'une des raisons pour laquelle le M23 continue à être une menace malgré les multiples défaites? Quel est votre point de vue sur ce sujet? Le M23, en tant que force militaire, selon les décomptes de, de, de l'ONU, il est resté du M23 à peu près quelques centaines d'individus, en tout cas les miliciens qui se battaient dans l'est du Congo fin 2013, lorsque les troupes du colonel Mamadou Ndala sont venues à bout de ce mouvement, ils étaient à peu près 300 qui se sont repliés en Ouganda et au Rwanda. 300 individus, ça ne peut pas constituer une menace pour un pays de la taille du Congo. Le Congo, c'est un mastodonte de 2 345 000 km², c'est presque 100 millions d'habitants, avec une armée d'à peu près 180 000 militaires. Donc, sur le papier, le 1-23 ne peut pas représenter une menace sécuritaire crédible pour un pays de la taille du Congo. Mais le 1-23 s'inscrit dans une histoire de longue durée qui commence en 1996 avec pratiquement les mêmes officiers militaires. Je vous ai cité le cas de James Kabarebe, le même militaire qui a même été chef d'état-major de l'armée congolaise en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, et le même James Kabarebe qui a également été le chef militaire du RCD Goma, qui a fait acheminer des centaines de militaires par avion de Goma jusque dans la province du Congo central, à l'ouest du pays. Et les mêmes officiers militaires rwandais qui ont travaillé avec le CNDP de Laurent Kunda et Bosco Ntaganda, qui sont également impliqués dans l'aventure guerrière du 23. Donc nous avons affaire à un ennemi militaire qui connaît parfaitement le Congo. Sur le papier, c'est un petit nombre de miliciens, mais lorsque vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'architecture militaire rwandaise avec tous les parrains du Rwanda, c'est-à-dire les grandes puissances, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, le Canada, l'Australie, hein, tous ces partenaires militaires occidentaux qui travaillent avec l'armée rwandaise, vous comprenez que le Congo, dans son état, sa situation actuelle, avec son armée actuelle, n'est pas en situation de faire face. C'est à ce niveau-là que le phénomène M23 représente une menace réelle pour la sécurité au Congo. Quelle est la solution? Bon, ce qui apparaît quand même comme étant positif, c'est qu'il y a de plus en plus de Congolais, des populations congolaises, qui ne supportent plus ces agressions militaires et qui manifestent et qui se battent et qui dénoncent ouvertement le Rwanda. Pour mener une guerre, il faut quand même bénéficier d'une certaine adhésion des masses populaires. Aujourd'hui, le 1-23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, n'a pratiquement aucune adhésion des masses populaires dans aucun territoire du Congo. Ce qui signifie que l'aventure militaire apparaît comme étant tout simplement de la violence inutile et terroriste, et de la violence criminelle. Et si vous n'avez pas l'adhésion des masses populaires, vous devenez, dans l'opinion nationale et même internationale, comme une organisation criminelle, pas comme une rébellion, c'est-à-dire un mouvement armé qui vient libérer un peuple. Bon, ça c'est une bonne chose. La prise de conscience collective des Congolais. L'autre note positive, c'est qu'il y a de plus en plus de militaires de FARDC qui ne veulent plus être humiliés par des agressions répétées
et par des brassages et des mixages. Et donc, il y a quand même un travail d'éveil de conscience au sein de la population congolaise et dans les milieux des militaires congolais, même si l'armée est abîmée par des années de brassage, de mixage et de filtration, il y a quand même un vent de prise de conscience qui peut être perçu comme le début, peut-être le début de la fin des aventures militaires meurtrières du Rwanda contre le Congo. Merci beaucoup, M. Moussaboni, pour votre intervention.